День, уважаемые коллеги. Сегодня Bonjour первое chers слово collègues. возьму я, доложу основные тезисы Aujourd'hui, c'est moi доклада, qui va потом в prendre la конце parole предоставлю le слово Игорю premier. Je vais Эдуарду еще présenter ряд дополнений и tout ça premièrement важных et замечаний. après. Все, сегодня мы поговорим о перспективах развития сектора ИКТ. Donc, aujourd'hui, on va parler des marchés des TIC en Russie et dans le monde. Donc, c'est le secteur des technologies de communication, les TIC. Donc, on peut parler du secteur de l'informatique, d'information généralement, et je vais expliquer tout ce que je comprends sur cela. Donc, on a discuté, on a présenté déjà le développement de ce secteur de TIC dans le monde dans la présentation précédente. Aujourd'hui, je vais parler de Russie. Mais je vais bien évidemment comparer cela au développement du secteur global. Donc ici, vous voyez les objectifs principaux de ma présentation. On va voir comment on peut comparer les tendances du secteur en Russie avec les tendances qu'on observe partout dans le monde. Quelles sont les particularités structurelles du secteur russe qui font des obstacles pour que ce secteur s'intègre dans le système global. Et après, on va parler de en quelle mesure on peut en fait réaliser les objectifs posés pour le secteur russe dans la situation géopolitique d'aujourd'hui. Donc, premièrement, je voudrais parler des particularités et de la structure du secteur global. On a analysé quelques centaines de corporations, de sociétés qui font partie de l'économie globale. Et on voit tout de suite que l'échelle du secteur russe et du secteur global ne sont pas comparables. Il n'y a qu'une seule société russe, Yandex, qui est incorporée sur le territoire néerlandais, et leur investissement de R&D sont au niveau de 900 millions de dollars. Et Apple, en fait investissent dans les recherches plus que 10 milliards de dollars chaque. Donc, tout le secteur digital russe en 2021, dans le cadre de pouvoir d'achat, était au niveau de 85 milliards de dollars et les revenus d'Apple sont plus que 250 milliards de dollars. Donc, le volume du marché russe est que 1,5% du marché global. Donc, on ne peut pas vraiment comparer ces volumes. Et le marché global du TIC a la structure suivante aujourd'hui. Plus que 60% de revenus sont générés par les producteurs des équipements. Donc ici, sur ce graphique, vous voyez la structure et la dynamique
revenus de ces 500 grandes sociétés et 60% d'eux produisent des équipements, les ordinateurs et les composants. Et même si il y a beaucoup de types de services qui appartiennent au secteur du TIC, ce secteur est toujours dominé par les producteurs des équipements, d'appareils. Donc ici, vous voyez les données pour la Russie. Donc si on voit les statistiques officielles, dans ce cas, la partie de producteurs des équipements, c'est que 15%, pas plus que 15%. Donc, notre marché est dominé par les services et aussi on voit la partie qui correspond aux télécommunications, mais je vais commenter ça après. Donc, on pense qu'en Russie, on ne prend en compte aussi la production des instruments et des équipements pour navigation. Et en Russie, en fait, c'est un nombre de sociétés et le volume d'activité significatif si on prend en compte l'activité dans le secteur de défense. Et cela, quand même, fait partie de ces technologies informatiques. Donc, on a ajouté ici, on a ajouté 2 lignes de classification nationale des branches d'activité économique pour prendre en compte ces équipements et aussi la production des câbles et des produits similaires. On voit qu'en Russie, les télécommunications dominent cette répartition avec des services de TIC qui utilisent les équipements importés. Et c'est le problème que la Russie a rencontré après la situation géopolitique a changé en 2022. Vous voyez bien sur ce graphique le développement du secteur des services numériques. Donc, par exemple, c'est tout en haut du graphique. Et en développant assez modeste des autres secteurs de ce marché, vous voyez là, on prend en compte aussi les indices d'inflation. Si nous parlons de la période après 2022, nous voyons que le secteur numérique russe s'est adapté assez rapidement et presque n'a pas perdu dans la vitesse de croissance, s'est développé assez rapidement, plus rapidement qu'un grand nombre d'autres secteurs économiques. Les tombeaux les plus élevés de la croissance, c'était l'industrie des technologies d'information et la production. Mais cela n'a pas cela n'a pas changé de façon considérable la structure de ce complexe. Quand même, les services occupent la place dominante et ce sont les services qui sont prêtés à base du matériel importé. Le problème principal dont j'ai déjà parlé, c'est notre dépendance
critique du matériel étranger, ce qui n'est pas un secret. Si avant 2022, ce problème devait être résolu grâce au développement des processeurs russes et leur production sur des sites de production internationale, par exemple au Taïwan. Donc, toutes les stratégies qu'on a adaptées avant 2022 étaient basées sur ce fait-là, que nous allons développer nos propres processeurs et on va les faire produire sur les sites de production au Taïwan. Mais vous comprenez, après 2022, cette idée n'est plus d'actualité. Là, une étape suivante importante, c'est qu'il faut voir quelles sont les voies de soutien du secteur numérique en Russie. J'ai divisé de façon conditionnelle toutes les mesures en deux directions. Donc, c'est le soutien du matériel numérique, donc c'est la production de micropuces, du matériel, des équipements, ainsi que voilà, le reste du matériel et le soutien du niveau supérieur de l'économie numérique, donc du secteur des services et du logiciel, voilà, services, logiciels, etc. Si nous regardons la distribution des dépenses dans le budget adopté jusqu'à l'année 2026, vous pouvez voir que la priorité du soutien se focalise sur la partie du matériel maintenant. Donc, c'est la production des éléments d'appareils de microélectronique et du matériel nécessaire. Et à partir de 2025, nous voyons une diminution brusque du financement qui est liée à la fin d'un nombre de programmes publics sur le soutien de ce secteur, mais peut-être durant cette année, on va adopter de nouveaux programmes et nous allons voir que le financement sera augmenté. Je ne vais pas aller en détail des chiffres du soutien public, mais je vais dire qu'une grande attention est payée dans le cadre de ces mesures de soutien aux subventions directes aux sociétés pour qu'ils produisent des éléments de microélectronique et du matériel nécessaire. Le soutien public était en général un des facteurs principaux de la croissance rapide de ce secteur numérique en Russie ces dernières années, mais j'ai déjà parlé des problèmes liés à sa structure, au fait que le secteur des services domine le secteur de production du matériel numérique. Et comme ça, ces mesures deviennent non pas trop efficaces. La semaine passée, nous avons vu la publication d'une nouvelle que le programme sur le développement de l'industrie radioélectronique en Russie n'est plus en vigueur. Donc, on a suspendu les subventions à ces sociétés à cause de leur utilisation non efficace. Donc, on a dit que voilà, ces mesures de soutien direct n'étaient pas assez efficaces. Et donc, tous les objectifs et les tâches qui ont été fixées devant l'industrie radioélectronique russe jusqu'à 2030, vous voyez sur la diapo, voilà, cette stratégie a été adoptée en 2020 et il y a des objectifs vraiment d'ambition, de grande échelle. On voulait créer des usines de production de processeurs, d'écrans, etc.
tous ces objectifs ne sont plus d'actualité. Donc, c'est évident. Mais si nous parlons du changement de priorité dans le domaine de soutien de l'économie numérique russe après 2022, les mesures qui ont été prises après 2022 visaient les substitutions des importations, donc une substitution des importations rattrapante, on peut dire. Et même l'année passée, on discutait des plans sur la construction d'une usine en Russie qui pourrait fabriquer des processeurs avec la technologie de 28 nanomètres. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit aucun document qui serait adopté après 2022 par le gouvernement de Russie et qui concernerait le soutien de l'industrie radioélectronique. Donc, on ne voit aucun document officiel qui aurait été publié. Il y a des discussions que, voilà, ces documents sont discutés, mais il n'y a pas encore de document de développement stratégique qui aurait été signé et publié. Et ce qu'on peut trouver dans les sources ouvertes, cela nous montre que les objectifs ont été révisés de façon radicale et ces tâches de grande envergure qui étaient posées il y a quelques années seront corrigées de façon très considérable. Et dans les plans de l'avenir proche, en ce qui concerne la construction la fabrication des processeurs de 130 nanomètres, et vers 2030, il est prévu de remplacer environ 70% de tous les types d'équipements, du matériel et de la structure numérique. J'ai un peu confondu les diapos, mais bon. Nos évaluations ont montré que les capacités budgétaires qui sont disponibles en Fédération de Russie ne sont pas suffisantes pour créer même une usine relativement contemporaine pour fabriquer en Russie les puces en suivant la technologie de 28 nanomètres. Donc, on devra augmenter le financement de ce secteur de 12 fois par rapport au volume qu'on a maintenant pour atteindre des résultats comparables. Donc, dans ces conditions-là, fixer les objectifs d'une substitution des importations rattrapantes, ce n'est pas opportun. Donc, on devra peut-être renoncer à cette idée de la substitution des importations rattrapantes et se focaliser sur la satisfaction des besoins du complexe de défense, du secteur de défense et d'autres secteurs qui garantissent la souveraineté technologique et qui peuvent être satisfaites par les éléments de microélectronique qu'on produit en suivant les standards assez anciens, mais qu'on peut faire, qu'on peut réaliser avec le financement qu'on a maintenant. Quand on parle des tentatives de rattraper les leaders mondiaux dans le domaine de la fabrication des éléments microélectroniques, là, il faut réaliser des études de long terme, de plus long terme. On a besoin des études plus fondamentales dont l'effet peut être utile dans une perspective à long terme après 2030-2035. Et cela aidera la Russie à s'intégrer dans la nouvelle structure technologique du secteur numérique qui sera formée dans l'avenir. Si on parle des technologies spécifiques et des directions de développement,
de ce niveau secondaire de l'économie numérique dans le secteur des services et des technologies contemporaines. Là, je vais passer la parole à mon collègue. Il va en parler plus en détail. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je vais essayer d'être bref parce que nous devons laisser encore le temps pour la discussion et pour les questions-réponses. Pour conclure ce sujet, je vais formuler 3 conclusions assez brèves et peut-être nous allons aller dans les détails durant nos réponses. Donc, première chose, mon collègue a déjà dit que le problème clé, c'est que les objectifs qui sont déclarés ne sont pas atteignables avec les volumes d'investissement existants et les budgets existants. Donc, de principe, ces objectifs sont inatteignables dans la perspective de moyen terme. Voilà, les estimations, les calculs le montrent. Deuxièmement, bien sûr, ce problème sera résolu, mais il sera résolu pour le compte de la génération précédente de radioélectronique, qui est de 15 ans en retard du niveau mondial de microélectronique, en retard de 15 ans, on peut dire. Mais l'objectif principal, ce n'est pas d'être au niveau mondial, mais que les caractéristiques techniques seront acceptables pour cette tâche. Et ce n'est pas pour hasard que dans le budget, on prévoit qu'on va augmenter les dépenses pour le secteur militaire pendant encore quelques années. Et je passe presque à la discussion, mais bon. Quand on parlait le premier jour de notre séminaire de la croissance économique russe, ce n'est pas pour la première fois que j'entends cette thèse que c'est une croissance qui est due aussi au secteur militaire. Une partie des intervenants nous appelle de renoncer aux illusions. Renonçons aux illusions et ne disons pas que ces dépenses militaires stimulent la croissance économique. Non, ça stimule le PIB, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la réponse est très simple. Quand le secteur militaire, quand le secteur de défense occupe une partie de l'économie qui n'est pas trop grande, cela stimule le développement dans certains types de technologies qui ne peuvent pas être développées dans le cadre d'autres secteurs parce que ça coûte trop cher et personne ne va le faire parce que si voilà, on dépense 15 à 20 ans à ce développement, on perdra trop d'argent. Mais quand ces technologies sont déjà bien développées, sont utilisées à base quotidienne, à base régulière, ces technologies peuvent être transférées dans le secteur civil. Voilà, ça c'est bien connu. Et là, il y a un processus inverse quand du secteur civil, ces technologies, enfin, le secteur civil peut acheter ces technologies et les utiliser. Ou bien le secteur militaire peut acheter certaines technologies du secteur civil. Mais c'est une petite partie. Si la part du secteur de défense est trop importante, le PIB est augmenté, mais l'effet est différent. En fait, ce qui est produit, ce n'est pas un bien. Enfin, si ce n'est pas un bien qui est produit par une personne, donc vous produisez quelque chose et les organes statistiques le considèrent en tant que produit, mais ce ne sont pas des produits qui augmentent la valeur ou le coût. C'est évident parce que tous les budgets militaires, c'est la redistribution des impôts et on doit prendre ces impôts quelque part. Donc c'est juste la redistribution des autres secteurs. Donc de façon statistique, on voit la croissance du PIB, mais l'économie est détruite parce que, en fait, cela détruit aussi les biens dans un autre pays.
Donc, on détruit les biens, la richesse diminue, les organes de statistiques ne comptent pas ces destructions. Par exemple, on a bombardé une ville, ensuite on a reconstruit cette ville et on ajoute quelque chose. Voilà, il y a une croissance. Mais quand on a bombardé cette ville, on ne l'a pas prise en compte. Voilà, donc le PIB augmente toujours. Mais voilà, c'est juste un commentaire. Maintenant, je vais passer à la discussion. Ensuite, je vais... Bon, ça me fait plaisir que je prends part à ce séminaire franco-russe. Le premier aspect, c'est que c'est une rare occasion quand nous avons du temps pour les discussions durant un forum scientifique, parce que au symposium, d'habitude, tu fais la présentation, ensuite au maximum une question et voilà, c'est tout. Là, nous avons la possibilité de discussion et cela génère les sens pour lesquels nous faisons les présentations. Deuxième aspect, quand nous parlons de la connaissance économique, et dans ces rapports, on le voit très bien, il y a des types principalement différents des connaissances, parce qu'il y a des connaissances là où on modélise, voilà, on modélise quelque chose et on calcule. C'est intéressant parce que tous les modèles mathématiques, c'est quelque chose de formel. Ils ne font que transformer les données. Il n'y a pas de nouvelles connaissances là-dedans. Et c'est juste parce que nous connaissons que quelque chose se passe, nous pouvons les réinterpréter. Mais les calculs n'ajoutent pas de connaissances. Malheureusement, c'est clair pour ceux qui calculent et créent les modèles. Ceux qui seulement calculent le modèle, ils ne le comprennent pas. Je pense que ce sont les types de connaissances complémentaires et entre ces deux types de connaissances, il y a l'analyse. Donc il faut commencer par l'analyse. Et bien évidemment que ces deux types de connaissances se basent sur les données empiriques. Et je voudrais dire à M. Vantov, M. Sapir et M. Kovalin, ils savent comment passer entre ces deux types de connaissances. Dans sa présentation, Jacques Sapir a dit, et il l'a répété plusieurs fois, que le secteur aéronautique en France a arrêté de croître. Je pense que ce processus est très caractéristique et logique pour la France, notamment. Donc, analysons la situation. Viktor Alexandrovitch a dit que le secteur des hautes technologies commence de se développer et devient la fondation et la structure pour les autres secteurs. Le secteur de TIC est en fait dans ce stade final avant qu'il devienne l'infrastructure pour le nouveau type de relations économiques qu'on appelle l'économie digitalisée. Est-ce qu'il va devenir l'infrastructure ou pas? On va voir, mais en ce moment, on voit le secteur. Et ça veut dire que, comme c'est le secteur, il ne va pas se développer rapidement. Le secteur aéronautique. Le secteur aéronautique, en fait, commençait et a entré à ce stage de ralentissement depuis assez longtemps, et c'est pas pour rien que l'association internationale ICAO, ils ont compris cela il y a longtemps, et les marchés de l'Europe et des États-Unis
vont rester stables, ils n'allaient pas croître. En France, en juillet, ils ont commencé le testing final pour Ariane 6. C'est une missile. C'est un appareil très puissant, mais en fait, le marché correspondant, oui, a doublé récemment, mais en fait, les vols spatials internationaux, c'est 9 milliards. Et donc, si on a un bon appareil, c'est bien, mais il n'y a pas de marché où on pouvait utiliser ce marché. Ça veut dire que ce secteur va avoir la marge et les profits très fins. Donc, oui, on va voir la commercialisation, mais elle ne va pas soutenir la croissance. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en fait dissoluer cette illusion que le progrès scientifique et technique va sauver l'économie globale. C'était le cas depuis la fin du 19e siècle jusqu'aujourd'hui, et maintenant, l'économie va se ralentir, le progrès scientifique et technique va qualitativement changer les relations économiques, mais ça ne va pas être la base de croissance. En Union soviétique et au Japon, on voyait les différents exemples quand le progrès soutenait la croissance économique, mais c'est quand l'économie était en train de croître. Quand l'économie se ralentit, il n'est pas assez d'avoir le progrès scientifique et technique. Même si le secteur de TIC continue de croître, l'effet ne va pas être considérable et la vitesse de croissance va se ralentir. Il ne faut pas avoir cette illusion. Mais le changement dans les qualités de l'économie, là, il faut analyser plus parce qu'on ne voit pas très clairement où on va du point de vue de qualité. Et finalement, je voudrais répondre aux présentations de Igor qui disait que les associations internationales n'ont pas beaucoup de perspectives. Donc, on veut se réunir dans les associations, mais il n'y a pas de possibilité. Et je suis d'accord avec la partie déclarative. C'est vrai, s'il n'y a pas de précurseur pour l'intégration économique, il est un peu bizarre d'introduire une monnaie unifiée, mais cela est le cas seulement dans les situations quand on sait qui vient dans l'avenir. Et si on a les projets qui vont être en réussite. Mais imaginons que tous les projets vont faillir. L'économie digitale faillisse, l'économie verte faillisse, mais ça peut être le cas. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Je pense que la science a encore à peu près 10 ans pour trouver la réponse. Si il y a une alternative, si tous ces projets globaux faillissent. Donc, il faut voir cette option et analyser cette perspective. Merci beaucoup, Igor. Aujourd'hui, c'est le jour d'opinion non standard et de déclarations décisives. Donc, peut-être les collègues
ont des questions. Est-ce que vous avez, chers collègues, des questions sur les présentations sur le TSC? Hélène Clément-Pitio, s'il vous plaît. Merci Dima et merci pour cette présentation qui fait le point à deux voix sur cette question de l'industrie de la micro-informatique et qui est très importante en Russie et qui soulève beaucoup d'attentes et d'espoir. Donc si j'ai bien compris, il faut limiter nos espoirs, mais peut-être que par la collaboration et la coopération avec d'autres pays, il y aura des complémentarités. Donc, première question, est-ce qu'on peut parier sur un mode de complémentarité efficace dans les 5-10 ans pour fournir la qualité des puces dont la Russie pourra avoir besoin? J'ai une deuxième question parce que votre pessimiste m'a laissé un peu dubitative. Je conçois que la notion de progrès scientifique de façon incrémentale, c'est-à-dire on ajoute une petite pièce à chaque fois, on améliore vers un produit toujours amélioré à la marge, on arrive à un blocage en fait. Cette marge diminue chaque fois. En revanche, pour avoir rencontré, discuté avec des scientifiques de l'innovation, en particulier l'ancien directeur scientifique d'Airbus, Jean-François Geneste, lui met en avant l'importance d'un autre type de progrès et d'innovation, c'est ce qu'ils appellent les innovations de rupture. Et c'est complètement différent que ces innovations incrémentales qui, comme vous le dites si bien, arrivent à une sorte de corner au bout d'un moment et on a une croissance de plus en plus lente dans l'industrie à cause de ça. L'innovation de rupture, c'est vraiment une conception complètement nouvelle. Il illustre souvent cette idée en expliquant, si on regarde toutes les voitures qui se construisent à l'heure actuelle, dans un sens, elles convergent toutes vers la même forme. Donc c'est ça l'innovation incrémentale, on converge vers quelque chose d'identique. Les avions, depuis la Caravelle, ils sont quasiment tous identiques. Et donc ce que lui dit, la réflexion doit se faire d'une autre manière sur tout ce que peut être innovation de rupture. La rupture, ce sera de faire des avions complètement de formes différentes, ce sera de faire des moteurs avec des nouvelles technologies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait comme moteur, soit électrique, soit avec du diesel ou de l'essence. Et je peux vous dire que les scientifiques et les gens qui s'occupent d'innovation, ils travaillent sur ces sujets, mais le problème majeur auquel ils sont confrontés, c'est le financement. Parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver un financement pour des petites innovations incrémentales qui n'amènent pas à grand-chose que pour une innovation radicale. Le problème de cette limitation technologique, en fait, je crois que c'est une erreur de le voir comme une limitation technologique, c'est une limitation des capacités de la finance à accompagner la sphère réelle de l'économie. Parce que les inventeurs, ils ont des projets d'innovation de rupture. Voilà, donc mon point de vue, c'est qu'on revient toujours à cette limitation de la finance qui ne se met pas au service du réel, mais qui est une prédation du réel parce qu'elle oblige le réel à rester dans un domaine d'innovation de petite taille et un peu mesquine. Merci de m'avoir écouté sur cette remarque et cette question. Est-ce que je peux répondre à ce commentaire? Oui. Merci beaucoup pour votre question, Hélène. En ce qui concerne de la possibilité de trouver les solutions pour la situation du secteur de TSC russe par complémentarité et est-ce qu'on peut atteindre la qualité de puce attendue, en ce moment, on voit qu'on arrive à trouver la solution pour cela. Le secteur civil du
secteur digital russe a assez de composants qui arrivent via les importations parallèles, via pays amis et la Chine. Et en fait, l'idée principale de ma présentation était qu'il n'y a pas de sens de dépenser des ressources pour créer des usines, pour complètement remplacer le secteur civil des technologies informatiques, parce que les dépenses vont être beaucoup plus importantes que le résultat. Et dans ce cas, les importations alternatives sont toujours plus optimales que par rapport à l'option de création de ces usines basées sur les technologies qui sont en train de devenir obsolètes. Donc, et les ressources qu'on économise grâce à ces importations parallèles, on peut les utiliser pour l'intégration au processus et aux chaînes qui vont être actuels pour la nouvelle génération de ces puces. Donc peut-être la Russie peut prendre une place plus significative dans cette nouvelle distribution globale, dans cette nouvelle chaîne globale des appareils électroniques d'avenir. En ce qui concerne les relations entre la Russie et les autres pays, donc cela dépend beaucoup de la situation géopolitique, de la situation entre les États-Unis et la Chine et leur confrontation. Mais même si les sanctions deviennent plus strictes, je pense qu'on peut trouver des solutions pour le marché civil. Merci. Merci Hélène. Je vais essayer de répondre à votre deuxième question et si je trouve la réponse, on va récolter le prix Nobel de l'économie, on peut le partager avec vous et j'espère que vous l'acceptez. Donc, vous avez touché à deux aspects. C'est vrai, je suis d'accord avec deux idées sur les innovations de rupture. Je pense que, en fait, selon Schumpeter, c'est que les innovations de rupture que sont des vraies innovations, parce que l'innovation, c'est quelque chose qui rompt avec la situation précédente. Mais pas comme Schumpeter. Je ne pense pas que l'innovation, c'est quelque chose qui rompre avec les technologies précédentes, mais pour moi, une innovation, c'est quelque chose qui crée un nouvel secteur de production. Donc, comme dans l'aviation et le secteur de TIC, c'est une innovation de rupture. Et ici, j'ai un mais. Il y a une histoire, une anecdote de Harvard et la discussion entre Simon Kuznets et Schumpeter. Simon Kuznets a demandé si votre innovation crée quelque chose de nouveau et rompre avec ce qui est le précédé, qu'est-ce qui va prévaloir, la destruction ou la croissance? Schumpeter ne pouvait pas répondre à cette question
parce qu'il est en train de développer le système qui devrait répondre à cette question, mais en fait, le système qu'il a développé se base sur la présomption que tous les types de travail sont produisants. Et en fait, ça nous renvoie à la discussion entre Marshall et Marx et aussi à un essai par Adam Smith. Mais en fait, c'est ça, c'est cette discussion. Dans le cadre de cette doctrine classique, pas tous les types de travail sont productifs. Ils sont à un niveau de productivité différent. Et dans le système de compte, en fait, les prend comme égaux. Et en fait, comme cela, on voit qu'une partie de PIB, de la croissance de PIB est illusoire. Et c'est pourquoi on ne peut pas récolter assez d'impôts de cela. Et c'est pourquoi on voit cette illusion. L'inflation est très basse, mais on ne peut pas reproduire notre propre mode de vie. Peut-être je fais une digression très longue, mais en fait, c'est ça le problème. On n'a pas le barème exact et adéquat à la situation. Les barèmes qu'on utilise ne permettent pas de prendre en compte les situations du passé et d'aujourd'hui en même temps. Il est très difficile de les balancer. Merci, chers collègues. On passe à la discussion, mais je pense que, en fait, que c'est mieux de le faire avant, après. J'ai une courte question. Est-ce que l'idée de souveraineté technologique, c'est un fake? Bon, comme la question est courte, la réponse sera courte aussi. Non, ce n'est pas un fake, mais il faudra reformuler notre compréhension de ce que nous appelons la souveraineté technologique. Donc, ce mot est français et cela veut dire que, premièrement, nous avons le potentiel de fabriquer, de développer quelque chose sur un territoire contrôlé. La souveraineté, d'habitude, on considère que c'est notre pays, oui. Et deuxièmement, qu'on a la volonté politique pour le faire. Donc, je peux le faire et je veux le faire. Mais en réalité, il n'existe plus des économies nationales qui avait la souveraineté. La souveraineté se déplace vers le niveau international. Et je pense qu'on aura une souveraineté de deux niveaux, on peut dire. Et un de ces niveaux, ce seront les sociétés internationales. Donc la course sera non pas parmi les pays, mais parmi les sociétés internationales donc, ces sociétés vont s'enregistrer dans les pays différents et vont participer à cette course. Merci beaucoup, Monsieur Blokhin. J'ai voulu poser cette question pour participer à cette discussion de nouveaux prix Nobel. Voilà, peut-être je vais m'inscrire mon nom dans l'histoire de cette façon. Vous avez établi un niveau vraiment très élevé de la discussion et j'espère que ma discussion est du même niveau. Vous avez dit que le progrès technologique ou scientifique et technologique se ralentit parce que ça se ralentit lui-même. Donc, la croissance n'est pas trop importante, il manque du financement, mais il y a une autre version. L'idée que le progrès scientifique et technologique est empêché par les grands groupes qui n'y sont pas intéressés. Ce sont de grandes structures qui ne veulent pas détruire le marché, donc qui retiennent tout cela. Et qu'est-ce qui est plus important? Épuiser les capacités
de l'ordre précédent, de l'ordre technologique précédent, ou bien détruire des infrastructures, ce qui coûte cher, rompre des infrastructures des grands groupes, etc. Et dans ce cas-là, on verra apparaître des innovations. Oui, en fait, oui, c'est le deuxième prix Nobel. On va partager cela avec vous si la réponse est correcte. Donc, je serai bref. Revenons au progrès scientifique et technique. Chers collègues, si nous réfléchissons dans le cadre d'une doctrine de l'économie historique, ce que nous appelons le progrès scientifique et technique, c'est quelque chose qui est apparu à un point donné et qui a commencé à mourir à un point donné. De mon point de vue, le progrès scientifique et technique, dans sa forme moderne que nous fixons, ça prend ça a commencé au dernier tiers du 19e siècle, parce que là, on a vu les premiers effets liés à la révolution technologique, l'électricité, les moteurs, ensuite l'aviation, etc. Donc, cette vague, elle durait jusqu'aux années 10 du 20e siècle. La deuxième vague, c'était les années 40-50 jusqu'à la conquête de l'espace. Et ça, on peut prendre vraiment pour un progrès scientifique et technique classique, qui est devenu le facteur de la croissance économique, on le compte dans le modèle, etc. Ensuite, on voit apparaître l'économie innovante. Je souligne que ce n'est pas le progrès scientifique et technique. Je peux dire que c'est une forme qui a été ajoutée. Donc, c'est une forme qui a été ajouté au progrès scientifique et technique, mais c'est quelque chose de différent parce que c'est une idée de financement non pas par l'État qui peut financer et ensuite il peut, par exemple, effacer les dépenses parce que le vol de Gagarine, ça coûtait 7 milliards avec la construction de cosmodromes, etc. Et Maréchal Joukov, il était vraiment très en colère. Pourquoi est-ce que nous dépensons comme ça 7 milliards? Peut-être ils vont mieux fabriquer plus de missiles balistiques. Voilà. Bon, je pense que peut-être on peut calculer tout ça. Et donc, dans cette situation, qu'est-ce que fait l'économie innovante? Elle renverse cette situation quand la source d'innovation deviennent les investissements business. Donc, on est passé du financement aux investissements. Les investissements doivent être payés, enfin, doivent être on doit avoir un cycle de rentabilité et le business essaie de raccourcir ce cycle de rentabilité et on le voit dans le domaine de microélectronique. C'est pour ça que ce domaine se développe très rapidement à partir des années 50 et on investit dans ce secteur. Mais si on investit activement dans un secteur, les autres secteurs sont manquent un peu d'investissement. Donc ça ralentit une partie des secteurs qui auraient pu se développer de façon rapide. Par exemple, la conquête d'espace, parce que nous utilisons toujours les vaisseaux Soyouz qui ont été développés dans les années 60. Est-ce que c'est le progrès scientifique et technique? Non, ça se ralentit. Mais parce que maintenant, les technologies ont été banalisées, il y a le capital privé et il y a les innovations dans l'espace, dans l'espace, voilà, dans le secteur spatial. Mais l'économie innovante commence à dégénérer aussi parce que ça a atteint des échelles vraiment gigantesques et les investissements privés ne sont plus suffisants parce que les investissements privés sont possibles quand les mesures de risque ne dépassent pas les profits potentiels. Donc, les finances ont commencé à ralentir le domaine des innovations. Est-ce que j'ai déjà assez parlé pour un prix Nobel? D'accord, ça suffit.